Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce quickie sur l'histoire de l'art génératif. Donc, je m'appelle Manon et je suis développeuse mobile à Soprasteria, la Mobile Factory. Et avant de rejoindre le monde de l'informatique, j'ai fait des études dans l'histoire de l'art. Donc, ça m'a paru plutôt pertinent de vous proposer ce sujet et vous partager mes recherches sur ce domaine qui est vaste, intéressant, et de partager du coup tous les débuts d'interaction entre l'art et l'informatique. Qu'avant de partir sur cette interaction, il me semblait intéressant de vous parler un peu des influences qui ont pu marquer les artistes d'art génératif, avec notamment des mouvements d'avant-garde sur la première partie du XXe siècle. Qui dit mouvement d'avant-garde dit des mouvements où on a eu une rupture dans les formes de représentation, les représentations traditionnelles. Je peux notamment vous parler du cubisme. Donc, le cubisme, avec Pablo Picasso, c'est l'idée de déconstruire le réel à partir de formes géométriques. Donc, on va tendre vers une abstraction et on a notamment Juan Gris qui est allé plus loin dans cette idée d'abstraction. On peut encore apercevoir le thème et les éléments clés, mais ils sont déconstruits à travers des formes géométriques. Je voulais aussi vous parler du surréalisme. Donc, c'est un mouvement qui est apparu suite aux horreurs de la Première Guerre mondiale. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir laisser libre cours à son imagination dans les représentations. C'est des artistes aussi qui se veulent collaboratifs. Donc, ils vont travailler à plusieurs sur des œuvres et ils vont notamment mettre en place le principe de Kandravski. Donc ça, c'est une œuvre qui a été créée avec 3 artistes, donc André Breton, Jacques Herold et Wilfredo Lam. Et le principe de Kandravski, ça va être de construire l'œuvre à plusieurs sans avoir connaissance de ce qui a été fait avant. Donc chaque artiste va se partager l'œuvre finale et ils vont la créer petit à petit sans voir ce que celui d'avant a fait. Donc elle va se construire, elle va se transformer petit à petit. Sur d'autres œuvres que je peux vous présenter, c'est l'expressionnisme abstrait. Donc, ça a apparu en Amérique et on a notamment Jackson Pollock. Donc là, l'idée, c'est de retranscrire les émotions et l'idée des gestes spontanés sur le mouvement. Donc, c'est des tableaux en grand format et l'artiste va pouvoir s'exprimer par le biais du mouvement. Je voulais également vous proposer ce mouvement qui est l'art cinétique. Donc là, ça va être l'intégration de tout ce qui est machine dans la réflexion, dans le processus de création. Donc on n'a plus l'idée d'une œuvre finale, mais on a tout un processus qui devient intéressant dans ces créations. Donc ça, c'est Jean Tinguely qui a créé la machine à dessiner, donc la Métamatique numéro 1. Et donc, cette machine va être actionnée par les utilisateurs, par les visiteurs des expositions et ça va permettre de réaliser un dessin avec le mouvement de la machine. Donc, tous ces mouvements sont importants pour ancrer les recherches qu'on va avoir sur la deuxième partie du XXe siècle parce que, comme je vous disais, on va avoir une rupture avec les représentations traditionnelles. Donc, la deuxième partie du XXe siècle, on va avoir les premières interactions entre art informatique avec notamment l'art algorithmique. Ouais. Pour parler de ce sujet, j'ai décidé de vous présenter Vera Molnar. Donc, Vera Molnar, dans ses premières expérimentations, elle va travailler avec ce qu'elle appelle la machine imaginaire en 1959 et elle va notamment réaliser 4 éléments distribués au hasard. Donc, pour créer cette œuvre, en fait, elle va s'imposer elle-même des règles strictes avec une idée de simuler une machine. Et elle va pouvoir rajouter de manière très réglée, quasi algorithmique, ces différents. Donc là, le médium, c'est celui-là, si je ne me trompe pas, c'est avec des morceaux de scotch. Cette personne, elle va faire partie dans les années 60 de différents groupes de recherche sur l'art et l'informatique. Et elle va notamment accéder en mai 68, pendant des manifestations, elle va pouvoir accéder au centre de calcul d'Orsay et elle va découvrir plusieurs machines, des ordinateurs de calcul qui vont lui ouvrir une nouvelle perspective et elle va pouvoir commencer à expérimenter avec de nouveaux outils. Je vous propose une vidéo de l'INA, de l'Institut national de l'audiovisuel,
sur l'apport de l'ordinateur dans la peinture. Donc, c'est une vidéo de 1981 et on peut voir Vera Molnar dans son atelier qui est en pleine création d'œuvres à partir d'un traceur. Donc là, elle a un algorithme qu'elle a créé elle-même qui lui permet de confectionner son œuvre à partir d'un traceur plotter. Sur les pionniers et les premières expérimentations, je souhaitais aussi vous proposer le travail de Manfred Mohr. Donc Manfred Mohr, lui, il a de base plus une casquette scientifique, ce qui est assez intéressant. Lui, il va avoir accès, de par son travail au Centre de météo de Paris, à ces outils, ces traceurs, pour lui permettre de créer notamment ces deux œuvres, donc Random Walk 2 en 1969 et un autre en 1971. Et ce qui est intéressant avec cet artiste, c'est qu'il va participer en 1971 à une première exposition dans un musée d'art moderne à Paris. Et ça va être le moment où on va reconnaître les œuvres entièrement calculées et créées par ordinateur comme des œuvres d'art. C'est vraiment le moment où on va institutionnaliser ces œuvres et on va les reconnaître comme œuvres à part entière. On va aussi avoir des écrits qui vont être faits à partir des années 60, avec notamment l'artiste Georges Nice, qui va écrire une première thèse en 1969 qui s'intitule « Generative Computer Graphic ». Donc ça va être les premiers écrits sur ce sujet. Et c'est également un artiste qui a travaillé à partir d'un graphomate pour pouvoir générer ses œuvres. Donc, je vous ai mis un exemple ici avec A27 en 1966. Toute cette pratique de créer à partir d'un algorithme, on va avoir un mot qui va apparaître en 1995 lors d'un séminaire, le SIGGRAPH. C'est un séminaire sur l'infographie. C'est une conférence art et informatique. Et on a le théoricien et artiste Jean-Pierre Herbert qui va sortir le terme d'algoriste. Donc pour lui, un algoriste, c'est une personne qui va créer une œuvre d'art avec un code, un algorithme qu'il a créé lui-même. Vraiment, il insiste sur le fait qu'un artiste algoriste se doit de créer son propre algorithme pour pouvoir prétendre à être un algoriste et créer son œuvre d'art. C'est intéressant parce que c'est aussi à partir de là, on va avoir une rupture sur des nouveaux outils qui vont apparaître et on passe d'un moment où on devait créer soi-même son algorithme à de nouveaux outils qui vont émerger, avec notamment en 2021 Processing. Donc c'est un logiciel de Benjamin Fry et Cassie Rees qui, donc c'est de base, ça visait à aider à apprendre la programmation. Et petit à petit, ça va être utilisé par des artistes pour faire de l'art génératif. Donc, on a eu plusieurs déclinaisons ensuite. On a P5 en JavaScript, Processing Android et Python. On va aussi avoir d'autres librairies qui vont voir le jour. En 2005, on va avoir Open Framework, qui est une librairie en C++, open source. Et on a aussi Three.js en 2010, où là, on est sur la création graphique en 3D. Donc, l'ensemble de l'émergence des nouvelles technologies, de toutes ces librairies, des nouveaux outils, vont faire apparaître un nouveau mouvement. Donc, c'est l'art numérique. C'est au sens global, en fait, ça intègre plusieurs techniques artistiques basées sur différentes technologies. Ce que je veux dire par là, c'est que dans tout ce qui est art numérique, on peut retrouver des œuvres interactives où l'utilisateur va être en interaction avec les œuvres. On va retrouver de l'art avec de la réalité augmentée ou aussi de l'art robotique. Et dans cette grande famille des arts numériques, on retrouve notamment l'art génératif. Donc l'art génératif, on a Philippe Galanter qui a en 2003 écrit un essai What Generative Art. Et il dit qu'un artiste, l'art génératif, c'est une forme d'art qui utilise des systèmes autonomes. Donc on a plusieurs définitions sur ce terme. Ça peut être autant de l'art génératif au sens large, et il y a aussi une version plus tournée vers le numérique, dans le sens autonome, avec des outils issus de la technologie. Donc on peut avoir plusieurs recherches à ce sujet, les frontières sont un peu minces. Moi ici, je vais vraiment vous parler de l'art génératif au sens du numérique. Donc, je voulais
vous présenter des artistes plus contemporains. Donc, on est quand même sur le début des années 2000 avec notamment Cassie Reese, qui donc est le co-créateur de Processing, qui propose Procenten en 2010. Donc là, il va travailler sur l'idée d'abstraction, d'autonomie, et il utilise ce logiciel Processing pour créer ces œuvres-là. Plus contemporain encore, on a Antoine Schmitt. Donc lui, il va s'inspirer des œuvres réalisées par Vera Molnar en 1986, qui s'appelle 100 carrés qui se bousculent. Et il va proposer, il va retravailler cette œuvre créée par Vera Molnar, et il va proposer une adaptation. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des carrés qui sont en rotation, et qui vont être bloqués dans leur espace, et voir comment en autonomie ils vont pouvoir interagir. Donc là, il voulait aussi intégrer des nouvelles technologies parce qu'elle date de 2023. En fait, il voulait vraiment essayer d'avoir ce transfert de ce qui était fait avant le 21e siècle et après. Un autre artiste que j'aimerais vous présenter, qui est Refik Anadol. Refik Anadol, il va plus loin dans les outils qu'il peut utiliser, car là, il va intégrer tout ce qui est données réelles, des données en temps réel, et l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est des données, des œuvres qui sont en grandeur nature. On peut avoir des grands espaces d'exposition, et avec les données qui sont récupérées, notamment sur cette œuvre Melting Memories, il va y avoir des données de météorologie, et on va avoir une œuvre qui se génère en fonction de toutes ces données récoltées. Je voulais également vous parler de Julien Gachadoa. Lui, il travaille sur une fusion entre l'art, le code et la robotique. Donc, il garde cette idée de traceurs comme on peut les utiliser dans l'art génératif, et il va faire intervenir un bras robotique à partir de son algorithme pour créer ses œuvres. Dans l'ensemble, ce domaine est très vaste, il évolue constamment, et il y a beaucoup de... Comment dire ? Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Il y a très peu de recul sur ce qui est fait. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et à voir, notamment avec tout ce qui va être IA générative. Là, l'idée, c'était vraiment de vous proposer de remonter petit à petit, à partir des années 50, les travaux des artistes qui ont intégré art et informatique. Mais ce n'est que le début de ces présentations, car il y a encore beaucoup de choses à dire et à voir. Je vous remercie pour votre attention. J'ai mis un petit le QR code du coup pour les retours. N'hésitez pas, c'est toujours bon à prendre.